Alors voilà, il est 13 heures. Je vous propose que l'on lance le webinaire. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde dans ce nouveau webinaire qui vous est proposé par la Délégation générale des Alliances françaises ici aux États-Unis et qui s'inscrit dans notre cycle mensuel de formation continue des enseignants et des cadres des Alliances françaises. Donc, je souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre collègue Nathalie Hirschsprung, qui va nous présenter un webinaire qui s'intitule Du lexique au savoir-faire. Donc, Nathalie est attachée de coopération éducative. Elle est également auteure pour les éditions Hachette Fleu, que je remercie ici également pour avoir mis Nathalie à notre disposition aujourd'hui. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser Nathalie commenter un petit peu les petits sondages que je vous remercie d'avoir remplis. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de passer ce petit moment en votre compagnie. Donc je vois dans les sondages que vous connaissez déjà Cosmopolite, je vais m'appuyer bien sûr en partie dessus pour illustrer mon propos. Et je vois aussi que moitié-moitié ou un tiers, deux tiers, vos apprenants rencontrent quand même quelques difficultés avec la mémorisation du lexique et son réinvestissement dans les tâches finales. Donc on va essayer de regarder ensemble aujourd'hui comment on peut essayer d'améliorer ça et ce qu'on peut faire pour que nos apprenants mémorisent mieux le lexique et le réemploient de manière plus appropriée. Alors, rapidement, je vais vous présenter les objectifs de ce webinaire. Donc, il s'agit d'identifier les savoir-faire nécessaires pour réaliser un projet, de construire une séquence d'apprentissage complète autour d'un savoir-faire et de faire acquérir le lexique par un apprentissage actif en contexte. Le plan de l'intervention en 3 temps. Nous allons d'abord identifier les savoir-faire nécessaires pour réaliser un projet, en mettant en relation des projets extraits de plusieurs méthodes avec les savoir-faire proposés dans les dossiers correspondants, et en évaluant la pertinence des choix effectués, en particulier, bien sûr, d'un point de vue lexical, ce qui est ce qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui. Puis, nous nous demanderons comment construire une séquence d'apprentissage complète autour d'un savoir-faire, et ça, nous le ferons en réfléchissant sur la construction de séquences d'apprentissage qui permettent de préparer les apprenants à la réalisation du projet. Puis, je vous présenterai des stratégies d'acquisition du lexique et de mobilisation de ce lexique en contexte, et je présenterai des stratégies qui sont mises en œuvre dans Cosmopolite. Mais tout d'abord, je vous laisse intervenir et répondre à la question que je vais vous poser au moyen du chat. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'un projet efficace? Un sujet motivant, tout à fait, qui a du sens, qui est lié au sens, c'est-à-dire qui est lié à ce qu'on pourrait avoir à faire dans la vraie vie. Bonjour Denver. Absolument, la diversité des tâches proposées, leur articulation à l'intérieur de ce projet. Quoi encore? Oui, absolument, des liens logiques avec tout ce qui a été vu dans le dossier concerné par le projet. On va en reparler plus longuement tout à l'heure. Un réinvestissement des acquis linguistiques, des savoir-faire, des savoir-agir. Oui, ça doit être faisable, bien sûr.
Donc ça suppose aussi un bon guidage, ça suppose de faire attention à ses consignes, ça suppose d'avoir bien calibré le temps que ça va prendre. Très bien. Alors, on va passer à un petit travail de repérage. Alors, j'ai utilisé un certain nombre d'exemples pour faire réfléchir et je souhaiterais qu'on ne cite pas le nom des méthodes parce qu'il ne s'agit pas ici de distribuer des bons ou des mauvais points, il s'agit simplement de pouvoir observer des exemples de ce qui est proposé dans différents manuels. Donc là, je vous ai donné un exemple d'un manuel avec des savoir-faire, les savoir-faire qui sont proposés dans les leçons, le projet et le lexique abordé. Que pensez-vous de la cohérence entre ces trois éléments? Les savoir-faire, le projet proposé et le lexique. Tout à fait. On ne voit pas trop le lien avec le flash mob. Donc là, on a typiquement un exemple d'un projet plaqué, comme c'est souvent le cas dans beaucoup de manuels qui se réclament de la perspective actionnelle. Que pensez-vous du lexique ? Voilà, c'est très large. Alors le lexique, bien sûr, il est tout à fait en cohérence avec les savoir-faire annoncés, mais on ne voit pas en quoi il alimente le projet, réaliser un reportage sur une flash mob. Oui, la description physique, ça inclut beaucoup de choses, absolument. Donc, je vais vous montrer un deuxième exemple et je vais vous demander de procéder au même type d'observation. Encore une fois, y a-t-il une cohérence entre les savoir-faire proposés dans les leçons, le projet et le lexique abordé dans le dossier? Alors effectivement, il y a un lien. Il y a plus de cohérence, oui, parce que cette fois-ci, il y a un lien entre les savoir-faire et le projet. En revanche, que pensez-vous du lexique? Que pensez-vous de la façon dont le lexique est présenté? Oui, absolument. Mais en termes de ce qu'on va demander à faire, en termes de ce qu'on va demander à l'apprenant de faire, qu'est-ce que vous remarquez là? Comment se présente le lexique? Alors, d'une part, et puis d'autre part, ce qu'on remarque ici, c'est que le lexique est proposé de manière régulière et récapitulative sous forme de liste. Donc, il n'y a pas de travail qui est proposé sur les stratégies d'acquisition du lexique.
Or, on voit bien dans vos sondages, par exemple, cette difficulté à mémoriser le lexique. Si on ne demande pas à l'apprenant d'être actif et de faire des choses, si on lui soumet simplement des listes qu'il faudrait qu'il apprenne, il va évidemment pas intégrer ce lexique, peut-être vaguement le mémoriser s'il y a des exercices de systématisation, mais en tout cas, pas le réemployer en contexte. Exemple suivant. Qu'en pensez-vous? Toujours la même question, cohérence entre savoir-faire, projet et lexique abordé. Alors, le projet, c'est action, nous faisons le tableau des bonnes résolutions de la classe pour le niveau A2. Absolument. Donc là, on a un projet, une tâche finale, si vous voulez, qui est tout à fait en cohérence avec les savoir-faire. Et on a du lexique proposé de manière régulière dans les leçons. Le lexique des résolutions, effectivement, semble absent. Là, je vous ai découpé un peu le lexique tel qu'il apparaît dans chaque leçon. Mais là, encore une fois, là, on est quand même dans une belle cohérence ici, mais on n'a pas de travail sur les stratégies d'acquisition du lexique. Dernier exemple. Qu'en pensez-vous? Alors ici, le projet, il s'appelle Atelier 2.0 et c'est bien un projet. Donc, créer un mini-guide de sa ville pour le projet. Voilà, on a quelque chose d'assez cohérent ici, effectivement. Ce que nous dit, je suis d'accord avec ce que nous dit Denver. C'est du web 2.0, on publie, donc il y a un vrai sens, hein, comme on disait tout à l'heure, il y a une utilité, il y a une finalité à ce projet. Andrew. On publie, mais vous remarquerez qu'on ne sait pas exactement pourquoi faire. Hein. Créer un mini-guide de sa ville, ok, raconter sa ville sur un blog, pourquoi faire, pour qui, c'est pas très clair. Le lexique est traité avec les activités pour que les apprenants se l'approprient. Là, on a un plus, hein, ce sont des activités ludiques, mais toujours pas d'appropriation en contexte. Donc, quand même, on peut noter qu'il y a un effort fait sur les stratégies, mais on n'a toujours pas de réflexion de la part des apprenants. Et lié à cet exemple, je vous donne un petit dernier que je vais moi-même commenter. Là, on a vraiment l'exemple d'un joli effort sur le lexique sous forme de carte mentale de récapitulation. Mais encore une fois, ce sont des listes et il n'y a pas d'action des apprenants. Donc, on est bien d'accord qu'il s'agit encore une fois pas de distribuer des bons ou des mauvais points, mais d'essayer d'identifier ensemble ce qui fait que les apprenants vont pouvoir s'approprier le lexique le mieux possible. Donc, à partir de maintenant, je ne vous torture plus à vous poser des tas de questions. Enfin, si, je vous redemanderai d'intervenir tout à l'heure. Je vous donne
juste un exemple qui est cette fois-ci tiré de Cosmopolite. Je peux en parler. Maintenant, je peux dire le nom de la méthode puisque c'est sur celle-ci que je vais m'appuyer pour illustrer mon propos. Donc, voici l'exemple du dossier 3, mais tous les dossiers fonctionnent de la même manière, à savoir les projets sont en amont de tout ce qu'on va travailler. C'est-à-dire que le projet, il n'arrive pas à la fin où on va essayer de trouver quelque chose qui, aille à peu près avec le dossier. Les projets, puisqu'il y a un projet de classe ici, créer un roman photo pour faire connaître les élèves de notre classe, et un projet ouvert sur le monde, réaliser un portrait de la classe, goût, activité, centre d'intérêt, profession, famille, pour l'inscrire sur un site de rencontre amicale et commencer une correspondance. On a donc projet, objectif, savoir-faire, savoir-agir, lié au sens, finalité. Le projet de classe, évidemment, l'objectif, c'est de travailler à l'intérieur de la classe. Et le projet ouvert sur le monde, il a un objectif, c'est s'inscrire sur un site de rencontre amicale et commencer une correspondance. Donc, tous les savoir-faire sont là pour alimenter le projet, parler de la famille, décrire, caractériser une des personnes, parler de nos goûts, parler de nous, de notre profession, de nos passions, de nos rêves, parler de nos activités, expliquer un problème de santé. Alors peut-être que expliquer un problème de santé, vous allez trouver ça bizarre. Vous allez vous dire, tiens, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En fait, il y a un réinvestissement direct dans le projet, puisque dans le projet, en particulier le roman photo, on va leur demander, dans les différentes activités et consignes, on va leur rappeler qu'ils doivent dire comment ils se sentent à un moment donné, parce que dans le roman photo, ils sont très très créatifs dans ce genre d'activité. Il y en a qui sont fatigués, qui ont mal à la tête, qui trouvent qu'il y a trop de bruit, enfin tout ce genre de choses. Donc traitement du lexique pour alimenter les savoir-faire. Donc on a des focus langues où constamment les apprenants sont sollicités pour faire eux-mêmes les choses. Trouver les règles, réfléchir au fonctionnement des différents items. Donc on a la famille, les adjectifs pour caractériser, les verbes pour exprimer ses goûts, des expressions pour exprimer ses goûts, les parties du corps. Et donc, évidemment, à chaque focus, l'apprenant est sollicité. Je vous donne à suivre des exemples d'activités proposées dans les focus langues ou ailleurs dans les leçons visant à faire s'approprier le lexique par les apprenants. Donc on est toujours dans Cosmopolite 1, dossier 3. On a vu dans la diapo précédente les savoir-faire, savoir-agir. Et voici le type d'activité qu'on va proposer pour faire réinvestir le lexique. Donc, deux choses. Les apprenants sont constamment sollicités dans le processus de construction de leur lexique. Et en termes de typologie, tout à l'heure, il a été dit tout au début, quand on a parlé de projet, qu'il était important d'avoir des choses variées. Alors effectivement, dans les activités, c'est la même chose. On a ici de la prise de parole en petit groupe. Aidez Simon à présenter sa famille à Marcelo, son jeune homme au père. On a de l'utilisation du lexique dans une tâche intermédiaire. Choisissez un adjectif dans la leçon. Exemple, romantique, sincère, drôle, décontracté. Faites un selfie de votre groupe. Trouvez un titre pour votre selfie. On a une activité de complétion. Compléter avec les témoignages, des verbes pour exprimer ses goûts. Une activité de classement, des expressions pour exprimer ses goûts. Classer les expressions de plus à moins. Et puis on a une activité ludique. Avoir mal à plus les parties du corps, il va s'agir d'investir l'espace de la classe et il y a un jeu de mime et de devinettes. Vous pouvez bien évidemment dans le chat intervenir quand vous voulez, poser les questions que vous voulez, faire les commentaires que vous voulez. Vous êtes tout à fait invité à le faire. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, que je dois reprendre, n'hésitez pas non plus. Donc là, on peut l'avoir en plein écran, cette double page.
Parfait. Donc, personne n'a de problème pour bien voir ce qu'il y a à l'intérieur des doubles pages. C'est bon, hein? Donc, là, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'observer cette double page. Super. D'observer cette double page et d'identifier les activités qui visent à faire acquérir des compétences lexicales. Histoire de famille. En fait, ce que je souhaiterais que vous repériez, vous pouvez par exemple l'utiliser par nommer par numéro d'activité, pardon. Plutôt dans la partie de droite, les activités qui sont proposées, qui visent à faire acquérir des compétences lexicales. Alors, numéro 9, bien sûr, la tâche finale, absolument, qui porte sur un réemploi global des adjectifs. Numéro 6, tout à fait, c'est la tâche intermédiaire. Numéro 5, les mots pour caractériser une personne, tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une autre activité? Oui, identification, compréhension, 1 et 2. Une autre activité qui vous paraît porter plus précisément sur du lexique? Oui, voilà, j'avais pas vu Nelly, pardon, absolument, le numéro 4 qui porte sur de la synonymie. Donc vous voyez qu'à l'intérieur d'une double page, on peut quand même avoir pas mal d'activités pour constamment solliciter l'apprenant, pour d'une part comprendre, hein, tout à fait d'accord, identifier, comprendre, puis ensuite réemployer de manière relativement, on va dire, systématique tout au long de la leçon, pas attendre la fin pour avoir des activités qui traitent du, du lexique et qui permettent de le réemployer. Alors, je vous ressollicite à nouveau. Quelle stratégie, vous, mettez-vous en œuvre pour faire acquérir et mobiliser le lexique en contexte? On a vu une petite typologie de choses là, et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez? Oui, bien sûr, pourquoi pas? Alors, Marguerite, des jeux de rôle dans la classe, oui, absolument. Oui, des activités sur une plateforme en ligne, bien sûr, pourquoi pas. Ah, ça c'est une excellente idée. Andrew nous dit, avec mes étudiants anglophones et hispanophones, on essaie toujours de trouver les mots apparentés. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur des stratégies plurilingues et on essaye de faire le rapport à sa propre langue et à une langue tierce qui peut être la langue de la classe. C'est une très bonne idée.
Ah voilà, ça c'est chouette, ça, se créer un dictionnaire personnel. Oui, alors là oui, on est dans une vraie stratégie là, qui peut même être une tâche, qui peut même être un projet de classe, boîte à vocabulaire, jeu de rôle, très bien. Parfait, ben je vois que vous êtes très créatif et que vous faites plein de choses, c'est super. J'attends que Marguerite finisse d'écrire. Oui, des associations, très bien. Alors, je suppose que la question, pouvez-vous expliquer comment vous faites acquérir le vocabulaire avec les jeux de rôle, s'adresse à la personne qui a proposé les jeux de rôle. J'imagine. Je vous dis pourquoi je réponds ça. Voilà, donc je laisse. D'accord. Ok. Nous, dans Cosmopolite, on n'utilise pas le jeu de rôle. Donc là, je vais faire une toute petite digression. Le jeu de rôle n'est pas condamnable en lui-même, hein, c'est une activité de réemploi comme une autre. Oui, je vois les jeux de rôle, c'est pour mobiliser le vocabulaire, très bien. Après, le jeu de rôle, c'est vraiment l'activité typique de l'approche communicative, c'est-à-dire qu'on joue à être quelqu'un qu'on ne sera jamais dans la vraie vie. C'est la raison pour laquelle dans Cosmopolite, vous trouverez bien entendu des tâches, des micro-tâches, des activités de production orale à plusieurs, mais qui auront toujours une visée euh, active, c'est-à-dire que ce soit pour construire une ambiance de classe ou que ce soit pour communiquer à l'extérieur dans la vraie vie avec des vraies personnes. C'est ça, jeu de rôle versus réalisme. Comme je le disais, le principe du jeu de rôle, c'est qu'il est très 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 simulatoire. Alors après, rien n'empêche de théâtraliser des choses. On peut pas toujours être dans la vraie vie et théâtraliser, c'est une bonne idée. Ça permet aux apprenants de trouver des stratégies pour convaincre leur auditoire, pour s'amuser, mais il est plus souhaitable que ce soit clair qu'on est dans une théâtralisation et pas dans je joue à être quelqu'un que je ne serai jamais. Donc je vais vous proposer à suivre quelques exemples de stratégies. Le apprenons ensemble, on l'a vu passer tout à l'heure dans la double page, il s'agit en fait d'intégrer, il y en a un par dossier d'un cosmopolite, il s'agit d'intégrer la pédagogie de l'erreur, c'est-à-dire que j'imagine que vous serez d'accord avec moi pour dire que on récupère parfois des apprenants, enfin parfois, même souvent des apprenants de niveau B2, C1, voire même C2, qui traînent depuis de nombreuses années des erreurs fossilisées, parce qu'il ne s'agit pas simplement de se dire, bah voilà, j'ai fait le dossier, tout s'est bien passé, voilà, j'estime qu'ils ont appris et on passe au dossier suivant. Les apprenants ont tendance à fossiliser des erreurs par type de langue, hein, pas par nationalité, mais plutôt par type de langue. Et quand on enseigne comme vous, on sait très bien nos apprenants quelles erreurs ils vont reproduire sans fin. Donc, pour éviter ça, nous, dans Cosmopolite, on a intégré ces apprenons ensemble, qui sont vraiment un travail à la fois de repérage des erreurs les plus fréquemment commises. Donc ici, il s'agit de adverbe d'élocution adverbiale pour décrire un lieu, dans l'exemple qui est donné. J'ai pas donné où ça se trouvait dans Cosmopolite, voilà. Donc les erreurs ont été surlignées par l'enseignant. On va demander aux apprenants d'aider cette apprenante qui s'invite dans la classe à corriger ses erreurs. Et on va surtout leur demander de réfléchir à des stratégies pour ne pas répéter ces erreurs. Et là, on se rend compte dans la classe que les apprenants sont extrêmement créatifs et qu'en réfléchissant à des stratégies, alors elles peuvent être diverses et variées, moyens mnémotechniques, des chansons, des codes couleurs, ils sont très très créatifs.
Ça va permettre d'éviter ces erreurs récurrentes qui se posent en grammaire, bien sûr, mais également en lexique, puisque l'exemple que je viens de vous donner ici est un exemple plutôt lexical. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi pour faire acquérir ce lexique de manière plus fournie? On a les expressions utiles. Je pense que vous serez d'accord avec moi aussi, ceux qui sont dans la classe, celles et ceux qui sont dans les classes, que vous avez vraiment l'impression d'avoir super bien fait votre boulot, ça s'est bien passé, le dossier, tout s'est bien passé, vous avez l'impression que vos apprenants ont tout compris, parfait. Et puis au moment où vous leur demandez de passer à la tâche finale, voire au projet, ben, vous êtes super déçus. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est allé trop vite, il y a surcharge cognitive, ils n'ont pas intégré tout ce que vous auriez souhaité qu'ils intègrent, et du coup, on peut dire de manière familière qu'ils accouchent un peu d'une queue de souris et que la production attendue n'est pas aussi étoffée que vous l'auriez souhaité. Donc, ce qu'on met à leur disposition ici, les expressions utiles, elles se situent physiquement dans le manuel à la fin avec les exercices de systématisation. C'est une sorte de boîte à outils. On va leur rappeler à l'intérieur de chaque double page qu'ils peuvent et même qu'ils doivent s'y référer. L'idée étant de leur dire vous avez tout ça à votre disposition. Je fais pas le boulot, on fait pas le boulot à leur place, mais vous avez tout ça à votre disposition. Vous avez déjà vu tout ça, vous êtes en phase d'acquisition de tout ça, donc surtout n'hésitez pas à le réemployer. Donc ici, par exemple, vous avez typiquement des expressions utiles purement lexicales. Quelquefois, elles le sont un peu moins, mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est le réemploi en spirale et c'est de leur rappeler qu'ils ont tout un tas d'outils à leur disposition et qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à les réemployer. Donc ça, c'est plutôt dans les niveaux 1 et 2 de Cosmopolite. Dans le B1, on va être plutôt sur un travail systématique sur les stratégies. Alors là, toujours pareil, c'est de l'authentique. Soit ça s'est passé dans nos classes, à nous les auteurs, soit on les a trouvés sur des forums, des apprenants qui demandent de l'aide pour réaliser un certain nombre de choses. Donc là, typiquement, mon professeur de français nous a donné cette activité à faire pour demain, faites des propositions pour enrichir votre lexique. Je n'y arrive pas, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc on va aider Juan Pablo et puis en même temps, évidemment, les apprenants vont partager leurs idées et leurs techniques. Donc on va avoir ici, on a comme réponse attendue, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, mais se constituer régulièrement son dictionnaire. Ça, c'est typiquement une réponse qu'on aurait pu attendre ici. On peut attendre aussi travailler sur des familles de mots. C'est probablement comme ça qu'ils vont appeler les champs lexicaux. Recherche de ces mots dans le dictionnaire, par exemple, stage, stagiaire, chercher, faire un stage, etc. Et oui, Marguerite, il y a des pistes de réponse dans le guide pédagogique, absolument, le guide pédagogique qui a été rédigé par deux collègues de l'Alliance française de Paris-Île-de-France qui sont des professeurs formateurs et qui sont dans la classe tous les jours. Il y a plein de suggestions, de pistes et de trucs et astuces pour faire fonctionner un certain nombre de choses. Et bien sûr, il y a les réponses attendues. Il y a toujours les réponses attendues. Tout à fait. Je vous donne... alors là, bon, on est passé au niveau B1, donc des choses qui sont un peu plus étoffées. On a ici, par exemple, proposé une définition pour ces différentes pratiques, illustrer le terme. On avait parlé tout à l'heure de ce qui faisait un projet efficace. Donc, dans le projet, bien sûr, il y a une production linguistique, mais rien n'empêche de recourir à tout un tas d'autres choses dans le projet. Ça peut être des photos, ça peut être des dessins. On a parlé de romans photos tout à l'heure. Donc, on leur demande d'illustrer le terme. Après, si on leur demande pas non plus d'être des experts en dessin, ils ont le droit d'aller chercher des images. Autre exemple tiré de Cosmopolite B1, ici on a réalisé un abécédaire en petits groupes pour fixer le lexique des critères de sélection d'une ville.
On a parlé tout à l'heure d'un très bon exemple qui sortait d'un autre manuel avec une jolie carte mentale. Donc nous aussi on utilise les cartes mentales, mais comme vous pouvez voir, on leur demande de faire des choses avec. Donc ils observent la carte mentale, certes, mais ils classent les solutions de la moins bonne à la meilleure et les causes de la moins importante à la plus importante, ce qui leur fait évidemment manipuler ce lexique. Je fais une petite pause, le temps de voir arriver. Oui, bien sûr, vous pouvez faire créer des cartes mentales aux élèves. Vous pouvez par exemple utiliser FromMindMap qui permet de créer des cartes mentales en interaction avec la classe. Je vais vous écrire le nom. Oui, les études, bien sûr, surtout dans les projets d'ailleurs, hein, puisque comme technique, comme activité de classe, c'est un peu long. Non, pas trop tard, pas trop tard. C'est un peu long comme activité de classe, mais dans les projets, on leur demande, on peut leur demander d'avoir recours à des cartes mentales. Je vous donne le nom d'un outil, hein, mais il en existe plein. Attendez, j'ai un problème avec mon nom de... Oui, bien sûr. Alors, plutôt en dehors de la classe, hein, parce qu'encore une fois, c'est consommateur de temps. Et le manuel numérique Cosmopolite a une option carte mentale, formidable. C'est une bonne idée d'avoir essayé de le faire quelquefois en classe. Après, encore une fois, c'est juste une question de temps. Est-ce que vous le faites en classe ou est-ce que vous le donnez à faire en dehors de la classe? C'est vraiment une question, purement une question de temps. Alors, je voudrais vous dire un petit mot des exercices de réemploi, des exercices de systématisation. Nous les avons volontairement mis à la fin du manuel. Donc ça peut poser question, vous pouvez peut-être légitimement vous demander pourquoi. En fait, ce qu'on a souhaité, en les mettant à la fin du manuel, c'est laisser l'enseignant le plus libre possible de les utiliser comme il le souhaite. Quand les exercices de systématisation sont dans le parcours et que vous décidez de ne pas les faire faire ou de les faire faire partiellement ou en tout cas que vous en zappez quelques-uns, vous aurez évidemment toujours des apprenants qui vont vous demander mais pourquoi, mais comment et pourquoi on les fait pas tous, etc. Donc là, l'enseignant a vraiment un rôle de prescripteur, c'est-à-dire que s'il estime que il est très important de faire des exercices de réemploi, eh bien il peut prescrire vraiment tous s'il le souhaite, hein, sachant qu'il y en a aussi beaucoup dans les cahiers d'activité. Les cahiers d'activité sont plutôt des cahiers d'apprentissage augmenté plutôt que des cahiers d'activité, mais il y a aussi des exercices de systématisation. Et bien sûr, il y a les parcours numériques où il y a tout un tas d'exercices. Là, l'idée, c'était vraiment de laisser l'enseignant complètement libre de sa prescription. J'attends le commentaire de Nelly. Oui, tout à fait. Il y a bon, Sabrina pourrait répondre encore mieux que moi. Le parcours digital permet aux étudiants de travailler à leur rythme en dehors de la classe. Et puis, ça, c'est encore une fois, soit l'enseignant prescrit, soit les apprenants prennent eux en charge d'en faire plus. Mais c'est bien quand l'enseignant prescrit. Ça permet aussi d'individualiser. Ça permet de donner plus à faire à des apprenants dont vous estimez qu'ils en ont plus besoin, par exemple. Donc, il nous reste, je crois, 5 minutes. Donc, je voudrais utiliser ces 5 minutes
pour conclure, puis vous laisser la parole si vous avez des questions, des commentaires. Donc, pour résumer ce webinaire sur développer des stratégies chez les apprenants qui leur permettent de bien s'approprier ce lexique et le réemployer. Donc, il faut veiller à entretenir la motivation des apprenants. On centre sur le groupe, coaction, pédagogie par tâche et par projet, univers authentique. On a, j'ai vu dans les commentaires que vous avez fait que on parle souvent de faire des choses en dehors de la classe, parfois un petit peu seul. La coaction, c'est Cosmopolite est une méthode totalement actionnelle pour le coup, donc la coaction est super importante. Travail collaboratif, coaching par les pairs, tout ce genre de choses. Adopter une progression en spirale adaptée au niveau, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec les expressions utiles. On ne réinvestit pas que ce qu'on a vu dans le dossier, mais également ce qu'on a vu avant. Et la façon dont nous avons posé les activités, les tâches intermédiaires et les tâches finales permet de réemployer systématiquement de manière spiralaire. Médiation et remédiation, ça c'est expression utile, c'est apprenons ensemble, ça contribue à développer des stratégies d'apprentissage, et qui dit développement de stratégies d'apprentissage dit autonomie accrue des apprenants, bien évidemment. Pour développer des stratégies d'acquisition du lexique chez les apprenants, il faut savoir accepter l'interlangue, les interférences, les analogies. L'un d'entre vous l'a dit tout à l'heure, avec mes étudiants anglophones et hispanophones, je travaille sur des mots apparentés, donc rapport à la langue maternelle et aux autres langues connues, comme partie intégrante de l'apprentissage, et mettre en œuvre une pédagogie de l'erreur. Utiliser des outils qui facilitent mémorisation et transfert, cartes mentales, mots-clés, champs lexicaux par exemple. Je vois que pas mal d'entre vous sont fans des cartes mentales, donc vous les utilisez déjà. Et proposer des modalités de travail variées en accord avec les rythmes des apprenants et les objectifs en termes d'acquisition, de savoir-faire et de savoir-agir. Donc des modalités de travail variées, ça veut dire parfois seul, parfois par deux, parfois en petits groupes, parfois en groupe classe. Ça, vous le trouverez de manière systématique dans les activités qui vous sont proposées dans Cosmopolite, et vous trouverez bien sûr tout ça détaillé dans le guide pédagogique, très détaillé. Donc pour terminer, je crois que on n'est pas mauvais en timing là. Cosmopolite existe niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc A1+, A2, B1, et Cosmopolite B2 arrivera, si tout va bien, en janvier 2019. Voilà. Je vous laisse la parole par chat. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que tout ce qui pourrait nous permettre d'interagir? Oui, réintégrer, Marguerite écrit, c'était intéressant, la stratégie de l'erreur, la pédagogie de l'erreur. Ah, bien sûr. Alors, deuxième question, par exemple, est-ce qu'on peut demander aux élèves de se corriger entre eux? Oui, bien sûr, on peut demander aux élèves de se corriger entre eux. C'est ce qu'ils font de manière quasiment systématique, par exemple, dans les tâches finales, quand chaque tâche finale est exposée à la classe, il peut y avoir un vote, une sélection, on va choisir la production de la classe, et vous verrez que dans le guide pédagogique, il y a plein de petits tableaux qui vont permettre à l'ensemble des apprenants d'être mobilisés et de regarder les productions des autres avec un certain nombre de critères, par exemple le respect de la consigne, par exemple un réemploi lexical qui est bien fourni, par exemple tout ce qui permet de vérifier que dans la tâche finale, on a bien l'aboutissement de ce qui s'est passé dans la double page. Ah ben, très bien.
Donc, l'outil carte mentale par rapport à celle que j'utilise, elle est gratuite. Oui, absolument. On est très dans le open. Open source, merci. À ce sujet, si vous aimez utiliser un certain nombre d'outils numériques, sachez que dans Cosmopolite, on en utilise énormément. Ils sont toujours bien évidemment gratuits. Il y a dans le guide pédagogique, on propose systématiquement à chaque fois qu'il s'agit de créer alors une carte mentale ou autre chose ou un carnet de voyage, on propose tout un tas de gratte-ciel qui permettent de faire ça. Non, non, je ne conseillerais pas de traduire en langue maternelle le lexique. Je ne le déconseillerais pas non plus. Après, c'est vraiment vous qui voyez ça en fonction de vos apprenants. Bon, vous savez qu'à la fin de Cosmopolite, il y a un lexique en 5 langues, donc rien ne les empêche d'aller se référer à ce lexique en 5 langues. Et puis surtout, quand ils sont dans la classe, rien ne les empêche non plus d'avoir recours à leur téléphone portable pour consulter un dictionnaire en ligne. Mais dans la classe, j'évite. Oui, c'est mieux de faire deviner. Dans la classe, moi, j'éviterais de faire traduire le lexique. Après, les apprenants adultes prennent leurs responsabilités. S'ils veulent aller chercher le sens du mot, ils peuvent le faire. Ils le font de toute façon, comme écrit Nelly, mais c'est beaucoup mieux de le faire deviner, de le faire comprendre, et toutes les activités qu'on propose vont dans ce sens. Sinon, on n'a plus d'approche très bien mimée, excellente idée. On n'a plus d'approche inductive du lexique si on n'en fait pas comprendre le sens avec ce qu'on leur propose. Mais je suis bien d'accord avec Nelly qu'ils ils le font de toute façon. C'est donc pas nécessaire, de mon point de vue, de l'instituer dans la classe. Après, traduire le lexique pour traduire le lexique, non. Mais utiliser le lexique dans un véritable projet, la traduction, pardon, dans un véritable projet, oui. Par exemple, vous avez au début de Cosmopolite 1, vous avez un projet où il est question de faire un petit kit de survie dans l'esprit un peu de ce qui avait été fait par TV5, RFI dans le au moment de la Coupe du Monde de rugby. Et là, on va leur demander de traduire pour faciliter la vie aux francophones qui viendraient dans leur pays. Donc là, on est dans un projet pédagogique, on est dans un vrai projet. Donc là, la traduction a tout son sens, mais pas traduire pour faire acquérir. Absolument, Nelly. En France, il arrive qu'on ait des apprenants de diverses langues et on ne peut pas traduire pour tous. C'est bien pour ça que dans les classes internationales, à l'Alliance française de Paris, enfin dans les Alliances françaises de France, par exemple, on ne le fait pas, bien sûr. Et ça marche. Mais merci, merci à tous les participants, merci à vous. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci à vous. Alors vous pouvez télécharger le diaporama que vous devez voir. Merci, merci à vous que vous devez voir disponible au téléchargement. Marguerite. Rebonjour tout le monde. Donc, vous avez le PowerPoint qui est disponible en téléchargement dans la partie gauche de l'écran. Donc, je remercie beaucoup Nathalie et les éditions Hachette-Fleu pour l'organisation de ce webinaire extrêmement intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, je vous donne rendez-vous donc, pour le prochain webinaire qui se tiendra le 25 mai et qui portera sur le français professionnel, les nouveaux diplômes et les nouvelles stratégies pour toucher de nouveaux publics grâce au français professionnel et qui sera animé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Voilà, donc au nom de la délégation générale, je vous remercie tous, à tous les participants. Et puis, je vous rappelle que Merci ce beaucoup. webinaire sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la délégation générale dans 2 heures. Donc, vous pourrez y accéder tout de suite, même ce week-end. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous un très, très bon week-end. Un petit dernier sondage, peut-être en direct, que je vais vous afficher tout de suite. Hop, voilà. Allez-y. Est-ce que ce webinaire a-t-il répondu à vos besoins? Donc, allez-y, à vos claviers. Ah oui, c'est sûr que 45 minutes, c'est un petit peu court toujours pour parler des stratégies de lexique. C'est le format du webinaire qui ne s'y prête pas toujours forcément. Vous avez dans le diaporama l'email de Nathalie Hirschprung qui nous l'a gentiment partagé. Donc pour ceux d'entre vous qui auraient encore des questions et qui souhaiteraient pouvoir y répondre par la suite ou revenir sur certaines stratégies qui ont été abordées aujourd'hui et qu'on n'a pas pu approfondir faute de temps, Nathalie pourra peut-être y répondre. Vous trouverez son mail. Donc, Absolument, avec grand plaisir. Oui, c'est vrai que 45 minutes, c'est un format un petit peu court. Bon, c'est la loi du genre. On peut facilement tenir 2 ou 3 heures en atelier avec cette thématique. je note la demande de Denver qui voudrait d'autres formations sur le lexique. C'est bien noté. Ok, Andrew. Ok, super. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous remercier à tous vivement. Merci beaucoup encore, Nathalie, pour votre disponibilité et Merci puis Marguerite pour votre l'invitation. professionnalisme. Merci beaucoup. Oui, il y a de nombreuses alliances aux États-Unis qui utilisent Cosmopolite, donc je suis sûre que ça leur sera super utile, comme nous dit Nouvelle-Orléans, qui viennent d'adopter Cosmopolite. Voilà. Et comme nous, on est dans la Je suis démarche ravie de l'apprendre. d'adopter et de diffuser une plateforme de cours en ligne. Du coup, on retravaillera sur les stratégies de lexique en lien avec les plateformes en ligne. C'est promis. Voilà, donc il me reste à Bon. tous à vous souhaiter un excellent week-end et puis à vous dire à très bientôt, donc le 25 mai, pour les prochains webinaires de la DG. Merci à tous, au revoir. Très bon week-end. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir.